Bonjour tout le monde! Petite semaine ludique avec seulement une réception, un prototype, une vidéo en compagnie de mon ami Stéphane, un jeu du mois, un challenge solo, des expériences ludiques et même un jeu questionnaire. Bref, au bout de la ligne, ça fait un beau programme pour mon actualité ludique du 11 juin. Alors sans plus tarder, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez en direct. Partagez café, petit déjeuner en votre compagnie. Alors, comme je vous ai présenté, peu de nouveaux jeux, mais quand même des choses très intéressantes cette semaine. Et je vais commencer par rendre hommage à mes collaborateurs. Je vous ai présenté d'ailleurs dans le passé une capsule de présentation de Stéphane, de Steve, et c'est maintenant le temps de vous présenter Rodolphe, ou si vous connaissez peut-être sous le nom de Lutin, c'est celui que vous entendez chaque dimanche avec la voix très radiophonique de ses présentations de projets en socio-financement. Alors, sans plus tarder, je te passe la parole. Alors, Lutin, c'est à toi. Bonjour tout le monde et bon café Martin. Alors, si vous reconnaissez ma voix, effectivement, je suis Rodolphe alias Lutin. C'est plus facile à dire pour tout le monde. À la voix, vous avez bien reconnu mon accent français. Effectivement, on est une communauté francophone internationale. J'ai repris le créneau de Martin pour le socio-financement le dimanche matin. On va rien changer. Peut-être rajouter les frais de port plus à l'écrit, car effectivement nous avons des amis suisses et des amis belges dans le lot qui nous ont demandé ces informations. Donc peut-être moins de blabla sur les frais de port à l'oral, peut-être un peu plus d'écrit. Je vais essayer de rester aussi neutre que possible, mais malgré tout je suis humain. J'ai des avis moi aussi, et parfois quand il y a un socio-financement que je vous présente qui pour moi ne porte pas trop d'intérêt, je ne vais pas hésiter à le dire, mais on est là pour informer. Qu'est-ce que je vais faire également ? Je trouve que quelque chose qui est important, c'est essayer d'avoir le contact avec les auteurs. Donc si j'ai l'occasion, je vais essayer de contacter quelques auteurs pour qu'ils vous présentent les projets, pour parler un petit peu de ce qui se passe de leur côté. C'est toujours intéressant. C'est ce que j'ai fait notamment il y a peu avec François pour Sarré. J'essaierai de faire un peu plus court et un peu moins brouillon la prochaine fois. C'était un peu à l'arrache, il faut l'admettre. Et puis voilà, je ferai également des présentations de jeux comme Steve. Je vais pas dire comme Naomi parce que je vais pas faire des présentations de jeux avec un avis de fille, mais par contre je vais faire des présentations de jeux peut-être avec des avis de peintre, effectivement. Car moi j'avais commencé, certains ont demandé d'où je débarquais, j'avais créé une petite chaîne YouTube il y a très peu de temps pour à l'origine présenter des petites techniques de peinture à un de mes amis qui habite loin. Et ensuite j'avais dérivé un peu sur les jeux de société. Donc voilà, vous connaissez tout de moi. Merci Martin pour l'invitation dans la Société des Jeux. Et puis je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao. Merci beaucoup Rodolphe de ta présentation, une super collaboration. Je trouve ton travail vraiment impeccable et plusieurs d'entre vous ont également remarqué, vous avez laissé des bons commentaires dans la vidéo, entre autres d'actualité de socio-financement chaque dimanche, et c'est très apprécié, donc continuons au beau travail, j'apprécie énormément. Alors, on y va avec les réceptions de la semaine. Donc, seulement une au niveau distribution avec Randolph. C'est chez Lucky Dog Game, un jeu de 2 à 4 joueurs de détective dans l'univers de Sherlock Holmes. C'est un jeu très simple de connexion d'images dans lequel on va avoir certains icônes. On va essayer de retracer les indices pour faire une espèce de petit puzzle game. Jeu compétitif dans l'univers de la série télévisée, donc de Sherlock Holmes à la BBC. Une série que j'ai grandement appréciée. Alors, content de voir ça arriver. Ça vient tout juste d'arriver cette semaine, donc ça devrait arriver en boutique dans la prochaine semaine, évidemment. Réception d'un prototype également de mon ami chez Tin Robot Game. J'avais présenté Nutty Squirrel, je crois, sur Kickstarter. Et là, il revient avec un jeu de cartes qui s'appelle Planting Evidence. C'est un jeu dans lequel on va avoir une série de cartes. C'est vraiment un prototype que j'ai ici. Alors, c'est des cartes qui vont nous trouver donc des évidences pour un meurtre. On va essayer soit de se cacher ou soit de découvrir qui est le meurtrier avec des preuves ADN, des empreintes, des plaques d'immatriculation. Donc, un petit jeu de 2 à 4 joueurs. Très sympathique. Hâte de tester ça. Thématique que j'aime toujours. Donc, avec Planting Evidence de chez Tin Robot Game qui arrive très prochainement en sous-financement.
Jeu du mois, j'en ai parlé, donc je l'ai déjà présenté, c'est 0 à 100 du Scorpion masqué et qui fait un beau tabac dans nos pubs ludiques. Donc c'est un jeu qui est grandement apprécié. Donc quand vous y allez, on vous le présente et vous avez la chance de gagner donc une série de lots de jeux de Scorpion masqué. Alors super jeu dans lequel on va avoir une série de cartes qui vont être des énoncés. Et on va comme ça essayer de trouver laquelle des énoncés va être le plus près de la cible. On a une cible au milieu de la table qui représente donc le 50 dans le cas de la première carte. Et toutes les réponses vont être comprises entre 0 à 100. On va donc essayer de trouver laquelle des définitions qui va arriver le plus près de ce chiffre-là. Et on va comme ça essayer de se débarrasser de ces cartes. Le premier qui se débarrasse de toutes ces cartes sauf une va remporter la partie. Alors je vous en lance une comme ça ici comme test et vous me laisserez savoir en commentaire quelle est votre cible. Le plus proche de la réponse ira gagner. Pourquoi pas le jeu? Alors j'essaye ça. Alors, combien de fois la phrase « élémentaire, mon cher Watson » est-elle prononcée dans les romans de Sherlock Holmes? Alors, je fais le lien avec notre fameux Sherlock Holmes que je vous ai présenté au début. Alors, c'est une des questions qui est dans le jeu, entre autres. Donc, c'est toutes des faits inusités. J'aime bien lire ici la phrase qui est le jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas. Alors, c'est 0 à 100 qui est le jeu du mois présentement chez Randolph. Alors, répondez à la question. Allez pas voir sur Wikipédia. Écrivez dans le commentaire un chiffre de 0 à 100 dans votre réponse et on regardera qui sera le plus près de la réponse. The Great Wall, donc la Grande Muraille, vous allez voir dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà en ligne. Donc, la vidéo que j'ai fait en compagnie de Stéphane, on a continué nos challenges SVM, donc des duels de joueurs. Et on a testé donc la Grande Muraille de Chine de Awaken Realms. Belle expérience. Gros jeu épique quand même, qui est beaucoup plus stratégique que ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, c'est plus des jeux de take-that. Celui-ci est un hybride assez particulier puisque c'est un jeu... On agit de façon coopérative pour défendre la muraille de Chine, mais c'est une course à l'honneur. Celui qui aura le plus d'honneur va gagner, donc c'est un jeu compétitif malgré tout. Alors, bel univers, pays que j'ai eu la chance de visiter et qui est pleine d'histoire. Alors, super content d'avoir fait cette expérience-là et de vous la partager. Donc, vous allez voir ça donc, sur la chaîne SVM, donc en compagnie de Stéphane. J'ai parlé d'un challenge solo. Northgard Uncharted Lands qui arrive prochainement chez Studio H, donc Gen Con qui arrive à grands pas. On aura des copies à vendre, c'est en anglais et en français. Donc c'est tiré du jeu vidéo, c'est un jeu, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite contre Stéphane, justement, un autre SVM. Et j'avais dit que j'allais vous arriver avec un challenge solo, donc je l'ai ressorti parce que j'avais déjà fait quelques parties en solo. Je veux me remettre dedans pour m'assurer que ça fonctionne bien. Mettre ça par écrit. Et évidemment, vous le partagez. Donc, ceux qui m'ont demandé qu'est-ce qui arrive avec le challenge, c'est ressorti. Donc, j'essaie de vous faire ça prochainement. Donc, pour Northgard, c'est dans mon planning. J'ai eu, entre autres, des prototypes. J'en ai eu un ici que je vous partage ici à l'instant. Donc, c'est un poster. Donc, un Mystery Poster numéro 1. C'est très, très bonne idée. C'est de la compagnie Agix Game de France. Alors, on a un paquet de... Ça ressemble un peu à un babillard dans lequel on a épinglé un paquet de trucs, des billets d'avion, un passeport, des romans, des livres, bref, tout est là, une map. Et on va comme ça scanner un code QR qui est en haut bas de la feuille. Et on va avoir un puzzle game, escape game, donc essayer de résoudre l'énigme, donc un mystery poster. Je trouve l'idée très intéressante. Donc celui-ci c'est de A Greek Life, donc une vie en Grèce. Et on va comme ça dénouer l'impasse. Belle initiative. Merci de m'avoir partagé ça. Je teste ça en fin de semaine. Je vous dis ce que j'en pense. Je pense que c'est le genre de produit qui pourrait vraiment être très très bien dans nos pubs, accroché sur un mur ou même pourquoi pas en dessus de table pour manger. Bref, je trouve l'idée intéressante à fouiller qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Mais je teste ça en fin de semaine pour voir qu'est-ce que ça dit. Donc bien hâte de voir et vous revenir avec petite appréciation. Parlant d'appréciation, j'ai eu quand même quelques jeux testés au courant du week-end. J'avais parlé de Mandragora, donc le jeu de Bruno Catala, entre autres, qui est chez Studio H. Et bon, j'ai eu la chance de tester ça en famille la fin de semaine passée. Petit jeu très simple, très sympathique, dans lequel on a une grande pioche de cartes. On va comme ça déplacer un assistant sorcier qui va aller faire des emplettes pour nous. Donc, il va aller acheter différents
éléments pour composer des sorts. Et on va avoir des sorts qu'on va pouvoir aller donc acheter en ayant un grimoire dans lequel on va accumuler des ingrédients, tous de la même couleur si on veut aller chercher faire des sorts, ou toutes des couleurs différentes si on fait faire de la magie noire. Bref, c'est un jeu très très simple. L'ambiance très rapide, donc c'est un 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie, c'est conforme à ce que j'ai fait. Donc, sympathique comme jeu, très passe-partout, très grand public. Alors, si vous aimez donc le petit côté magie, un petit peu à la Harry Potter, ça pourrait être intéressant, donc ça s'en vient, ça vient tout juste de sortir, donc Mandragora, Studio H, et c'est en français, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Je mets mon TTMC de côté, parce que oui, on va finir avec un TTMC cette semaine. J'ai ici ceux qui se demandent si finalement j'ai réessayé Tented Real, la chute d'Avalon. Eh bien oui, mon ami Stéphane est venu chez moi. On s'est lancé dans une nouvelle aventure. Donc j'avais pas fait énormément d'exploration, donc on est reparti du début. Et on s'est lancé tous les deux donc à la recherche de ce qui s'est passé dans l'univers un petit peu en décrépitude du monde d'Avalon. On s'est laissé prendre au jeu. On a parti une partie qui a duré 6 heures de temps. On a fait le chapitre 1, chapitre 2. Beaucoup de plaisir à le redécouvrir. Je pense que ce que j'avais pas apprécié de ma première expérience, c'est que je l'avais fait en solo. Et le solo ne pardonne pas beaucoup, puisque lorsqu'on est mal pris, on arrive dans une situation où on n'a pas le bon personnage, on a de la misère à pouvoir passer à travers, on doit passer ailleurs, ou essayer d'avoir une autre piste pour revenir, ça devient très compliqué, et les menhirs font en sorte que ça, en plus le timer continue à descendre, donc c'est compliqué. À 2 joueurs avec 2 personnages qui se complètent et non pas qui se ressemblent, je pense que c'est c'est une bonne façon d'y jouer, et ça fait en sorte que c'est plus facile, on peut collaborer dans la même rencontre, et c'est franchement plus efficace. Alors, beaucoup de plaisir, 6 heures de jeu grandement apprécié, on a hâte de le poursuivre. Donc, c'est de bon augure. Alors, Tented Duel, est-ce que je vais revoir ma position par rapport à ma première impression du jeu? Possiblement. Alors, je garde ça pour la suite, parce que je vais faire d'autres parties, je vais aller un peu plus loin dans l'aventure. Donc l'histoire est très très bonne. À savoir si là j'arrive dans la section où ça commence à être compliqué parce qu'on a une gestion de menhir à faire et on n'a plus de nourriture, on commence à perdre la vie. Donc c'est là que c'est quand ça commence à aller mal que ça va encore plus mal. On va voir si on va s'en sortir. Alors je vous reviens avec Tented Duel, voir si je change d'avis par rapport au jeu, mais bien content d'avoir redécouvert le jeu, puisque il vaut quand même la peine. Petite expérience également que j'ai ressorti, donc je trouvais ça un drôle de clin d'œil. Donc Rurik Dawn of Kiev, donc ça se passe à Kiev dans l'année médiévale, et on a ici un jeu de la compagnie Peacekeeper Game, donc gardien de la paix, Kiev. Alors je devais aller voir comment ça se passe tout ça. Alors, magnifique jeu, sincèrement, c'est un jeu dans lequel donc j'avais contribué à la campagne Kickstarter. Il y avait une variante solo, c'est de 1 à 4 joueurs. 30 minutes par joueur, c'est très rapide, effectivement. Et on a des personnages asymétriques. On a un contrôle de territoire avec donc différentes factions. On a des personnages neutres également qu'on va pouvoir affronter. On va avoir de la gestion de ressources. On peut comme ça aller récupérer des ressources, mettre sur nos bateaux. Et on va avoir donc des plateaux annexes. Dans un cas ici, ça va être une course au point. Donc celui qui contrôle le plus de territoire, celui qui contrôle le plus de construction adjacente, celui qui a le plus de ressources dans son bateau, et également celui qui va prendre le plus de victoires lors des combats. Et là, c'est des points comme ça qu'on va accumuler. Ça fait des parties très serrées, 15-20 points environ. Et l'aspect très 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 intéressant de ce jeu-ci, c'est ça ici, puisque c'est un placement d'ouvriers dans lequel on va avoir des ouvriers donc de 1 à 5, donc ils ont une force d'ouvriers, et on va les mettre sur un plateau qui vont représenter nos différentes actions qu'on peut faire. Donc on peut aller faire ici du recruter des personnages, on peut aller bouger, on peut aller se combattre, on peut aller construire, on peut taxer pour aller prendre des ressources, et on peut aller chercher des cartes qui vont nous permettre donc de nous aider lors de nos différentes actions.
Donc, lorsqu'on va placer nos personnages, on va les placer sur la piste ici, sachant que les actions du haut sont plus fortes que ceux du bas. Donc, on a toujours 4 positions. Donc, ici, si je suis dans le mode construction, l'action du haut me donne 2 marteaux qui vont me permettre de construire 2 fois. Ensuite, c'est 1. Ensuite, c'est 1, mais je dois payer pour le faire. Donc, donc plus c'est bas et plus c'est cher faire l'action et moins c'est efficace. Sachant que lorsqu'on met un de nos personnages, on va positionner et nos adversaires vont également positionner des personnages. S'ils positionnent un autre de ces personnages sur la même action où je suis présent et que son numéro est supérieur au mien, mais il va me bumper, il va partir en avant de moi, il va redescendre mon personnage, donc je vais avoir une action moins puissante. Je peux également utiliser de l'argent pour bonifier. Donc si j'ai un 4, je peux mettre $1 dessus, ça devient un 5. Et là, on a tout un jeu d'enchères qui se positionne là-dessus. Et l'autre affaire super intéressante, c'est lorsqu'il vient le temps de résoudre les actions, mais on les résout dans le sens donc, de progression de numérologie, donc de 1 à 5. Donc, sachant que le 1, je vais le jouer en premier, mais ça va être probablement une des actions les plus faibles parce que je vais m'être fait descendre dans le bas. Et là, je dois planifier, ça devient plus qu'un placement d'ouvrier, ça devient un jeu de programmation puisque je dois dire, bon, je vais devoir bouger, mais là, j'essaye de bouger de 3, mais si je bouge de 3 avec un 1, c'est lui que je veux faire en premier, mais je risque de me ramasser en bas de la charte qui est ici. Alors, à ce moment-là, ben, je vais bouger juste d'un 1, c'est pas suffisamment, donc je vais être obligé de dépenser de l'argent pour transformer mon 1 en 5. Si je veux être en haut de la liste, mais ça fait en sorte donc que mon 1 va jouer avant le 5, mais il va être plus fort parce qu'il va être en haut. Bref, ça devient un beau casse-tête, tout ça. À plusieurs joueurs, c'est parfait. En solo, ça fonctionne super bien. Le deck automa est super bien fait. Des cartes qu'on va glisser une sur l'autre et ça va nous donner toutes les actions. Et ils ont même pensé à ajuster la compétence de l'automa selon notre position. Si je suis en avance, il va faire plus d'attaques. Si je suis en arrière, il va faire plus de construction. Si j'ai plus de cartes que lui, il va agir de différentes façons. Bref, très belle production. Rien à dire. Les illustrations sont super belles. C'est, bon, malheureusement, je vais dire malheureusement, parce que c'est Kiev, puis parce qu'on parle de Peacekeeper, j'aimerais ça que ça se réalise. Mais bref, si vous avez la chance de mettre une copie sur ce jeu-ci, il y a 0 texte, ça se joue autant en français qu'en anglais. C'est ma copie est en anglais, mais il n'y a pas de problème. Vous mettez la main sur des règles et c'est super efficace. Donc, content d'avoir vu une évolution de placement d'ouvriers qui change du reste. J'avais déjà vu ça dans un autre jeu, mais il n'était pas aussi bien raffiné que dans celui-ci. Donc, Rurik, Dawn of Kiev, belle découverte. C'est un jeu qui date quand même de 3 ans quasiment. Donc, content de l'avoir ressorti et de l'avoir testé. Donc, laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Peut-être qu'on en fera une partie. Alors, bon coup de cœur de la semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon TTMC que j'ai fait avec ma carte. Elle est ici. Alors, TTMC et j'ai également, n'oubliez pas mon challenge. Donc, combien de fois la phrase élémentaire, mon cher Watson, est prononcée dans les romans de Sherlock Holmes pour le challenge de 0 à 100. Donc, votre réponse, c'est de 0 à 100, vous décidez votre chiffre. Et le TTMC, on y va avec les explorateurs. Tu te mets combien en explorateur? Donc, on parle des faits historiques dans ce cas-ci. Ça sera pas facile, je vous le dis, j'ai lu des questions et bon, on les connaît tous, mais on ne connaissait pas sûrement les réponses au bout de nos doigts. Alors, prenez crayon, papier, en famille, en compétitif, coopératif, je vous laisse faire. Je lis une fois toutes les réponses. La première vaut 1 point, la 10e vaut 10 points. On va les relire et vous donner les réponses. Alors, on passe à l'instant avec vrai ou faux. Un des grands explorateurs s'appelait Jacques Cartier. Vrai ou faux? Pour 1 point. On ne s'éternisera pas sur la question. 2 pour 2 points. A-t-on envoyé des humains sur la Lune depuis 1972? Donc, depuis 1972, a-t-on retourné des humains sur la Lune? C'est la question 2 pour 2 points. 3. Donc, quel pays a financé le voyage de Christophe Colomb l'ayant mené en Amérique? Donc, Christophe Colomb a été financé, donc son voyage en Amérique, par un pays. On cherche le nom du pays pour 3 points. 4. Comment s'appelle la sonde envoyée dans l'espace en 1977 pour survoler la plus grosse planète de notre système solaire? On cherche le nom de la ou des sondes, mais c'est le même nom. Alors, c'est pour 4 points. 5 pour 5 points. Ça se complique. Ermac
Timofievitch, pas sûr de le dire correctement, de 1532 à 1585, est un explorateur russe. De quelle partie de la Russie a-t-il exploré? Je vous laisse... ça se trouve quand même. Donc on cherche la partie de la Russie explorée par Ermak Timofievitch en 1532. En 6, pour 6 points, quel pays James Cook a-t-il cartographié dans l'océan Pacifique? Donc on cherche l'explorateur James Cook a cartographié un pays dans l'océan Pacifique. On cherche le nom de ce pays-ci. En 7, pour 7 points, pour quel explorateur une tour a-t-elle été érigée à Lisbonne en 1998? 1998 à Lisbonne, on érige une tour en son honneur et on cherche le nom de l'explorateur pour 7 points. En 8, qu'a exploré Ludwig Milius Erichen entre 1902 et 1904? Donc, qu'est-ce que a exploré Ludwig Milius Erichen de 1902 à 1904 pour 8 points. En 9, quelle religion pratiquait l'explorateur chinois Cheng He de 1371 à 1433? C'est très précis. Moi, j'ai aucune idée. Mais dites une religion au hasard, vous avez une chance. C'est un chinois. Et l'autre en 10, Fernand de Magellan est parti avec 5 navires. Et là, on parle de Magellan, bien sûr. Alors, on donne le nom des navires. Je vous donne 1 point par bonne réponse. On cherche le nom des 5 navires de Magellan qui a fait son exploration. Pas facile, hein? Vraiment pas facile. D'après moi, les scores vont être assez bas dans celui-ci. Alors, je vous laisse le temps de répondre. Mettez sur pause si vous avez besoin. Sinon, j'y vais avec les réponses. En 1 pour 1 point, vrai ou faux, un des grands explorateurs s'appelait Jacques Cartier. La réponse est évidemment vrai pour 1 point. En 2, a-t-on envoyé des hommes sur la Lune depuis 1972? La réponse est non. Donc, c'était la dernière fois qu'on a envoyé des hommes sur la Lune, 1972. Donc, 2 points pour non. En 3, quel pays a financé les voyages de Christophe Colomb vers l'Amérique? C'est l'Espagne, pour 3 points. En 4, comment s'appelle la sonde envoyée dans l'espace en 1977 pour survoler la plus grosse planète du système solaire? On parle de Voyageur 1 et Voyageur 2. On ne parle pas de Star Trek là, ici. Ermak Timofievitch, en 1532-1585, a exploré une partie de la Russie. On cherche quelle est la partie de cette Russie-là, et c'est la Sibérie. On avait pas mal de chances de le trouver. Donc, Sibérie en 5 pour 5 points. En 6, quel pays James Cook a cartographié dans l'océan Pacifique? C'est la Nouvelle-Zélande, et non pas l'Australie. Alors, c'est donc Nouvelle-Zélande en 6. En 7, quel explorateur a une tour érigée en son honneur à Lisbonne en 1998? C'est Vasco de Gama. Alors, je serais curieux de savoir combien d'entre vous l'ont eu. Qu'a exploré Ludwig Milius Erichen entre 1902 et 1904? C'est le Groenland pour 8 points. Alors, quelle religion pratiquait l'explorateur chinois Zheng He 1371 à 1433? C'est l'islam. Bon. Et Fernand de Magellan, on cherche les navires, 5 navires. Je vous les donne en ordre ou dans le désordre, peu importe, il n'y a pas d'ordre, mais c'est 1 point par bonne réponse. Alors, j'ai Trinidad, San Antonio, Conception, Victoria et Santiago. Donc, c'est 1 point par bonne réponse. Si vous avez les 5, c'est 10 points. Donc, on multiplie par 2. Et c'est mon challenge explorateur de la semaine. Pas facile. Hâte de savoir combien de bonnes réponses vous avez eues. Alors, n'oubliez pas également de me donner un chiffre de 0 à 100 pour le challenge de 0 à 100 et Sherlock Holmes. Donc, ça complète ma vidéo de cette semaine. Donc, bon petit déjeuner à tous, puis on se revoit demain pour une vidéo de Rudolph, justement, avec les sociofinancements. Bye tout le monde, bon week-end.